L'anxiété est comme un voleur silencieux qui s'infiltre dans ton esprit et vole ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Elle ne fait pas de bruit, elle ne brise pas de fenêtre, mais soudain tu te réveilles avec une poitrine oppressée, avec des pensées qui ne s'arrêtent pas, et avec le sentiment que quelque chose de mauvais va arriver, même si rien ne se passe. C'est la réalité de millions de personnes, et peut-être aussi la tienne. Lutter chaque jour contre une tempête invisible qui semble plus forte que toi. Les stoïciens ont compris ce combat bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Marc Aurèle gouvernait un empire assiégé par les guerres et les pestes, et pourtant il a écrit que l'homme trouve la paix lorsqu'il accepte ce qui ne dépend pas de lui. Épictète, né esclave, savait que même s'il pouvait enchaîner son corps, son esprit serait toujours libre. Sénèque, entouré d'intrigues et de menaces de mort, a choisi de vivre avec calme et clarté plutôt que de se rendre à la peur. Il ne parlait pas de théorie, mais de la bataille quotidienne contre l'incertitude, la douleur et l'anxiété. Aujourd'hui, la science confirme ce que ces philosophes ont pratiqué en chair et en os. Les neurosciences ont démontré que le simple fait de concentrer l'esprit sur le présent réduit la réponse d'alarme du cerveau. La psychologie cognitive enseigne que remettre en question les pensées négatives affaiblit leur pouvoir. Et la recherche sur le bien-être révèle que vivre avec un but, la gratitude et l'autocontrôle est l'une des manières les plus efficaces de combattre l'anxiété. Dans ce parcours, tu ne trouveras pas de phrases vides ni de solutions superficielles. Ce que tu vas découvrir, ce sont 9 pratiques stoïciennes, directes et percutantes, que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Des outils simples mais puissants qui transformeront l'anxiété en un champ d'entraînement plutôt qu'en une condamnation. Reste jusqu'à la fin, car ici, nous n'allons pas nier l'anxiété ni la déguiser. Nous allons lui faire face avec discipline, avec science et avec philosophie pour démontrer que la tranquillité est une décision interne que personne ne peut te retirer. 1. Lâche ce qui ne dépend pas de toi. L'anxiété ressemble à porter un sac à dos plein de pierres que tu n'as jamais choisi. Tu marches avec lui tous les jours en pliant le dos, en croyant que chaque poids te correspond, alors qu'en réalité, beaucoup de ces pierres ne sont pas à toi. Des soucis sur ce que les autres pensent, la peur de leur réaction, l'angoisse du climat, de l'avenir, de ce qui est hors de ton contrôle. L'absurde est que la plupart du temps, nous investissons plus d'énergie dans ce qui ne dépend pas de nous que dans ce que nous pouvons changer. Et ainsi, le sac à dos devient insupportable. Les stoïciens ont été clairs. Il y a une ligne invisible qui sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Épictète l'a résumé sans fioriture, disant qu'il y a des choses qui dépendent de toi, comme tes jugements, tes décisions et tes actions, et des choses qui ne le font pas, comme le passage du temps, l'opinion des autres ou la chance. Quand tu franchis cette ligne et que tu t'obsèdes avec l'extérieur, tu ouvres la porte à l'anxiété. Et il ne s'agit pas de résignation, mais de concentration. Celui qui distingue entre ce qui est à lui et ce qui est à autrui reprend le pouvoir, car il cesse de se fatiguer dans des batailles impossibles. La science le confirme aujourd'hui. La psychologie a démontré que les personnes qui pratiquent ce qu'on appelle l'acceptation radicale montrent moins de symptômes d'anxiété. Cela signifie assumer que certains événements ne sont pas sous ton contrôle, libérant ton cerveau du cycle constant de soucis. Les études de pleine conscience renforcent la même chose. Accepter sans résistance ce qui ne peut pas être changé réduit l'activité dans les zones du cerveau liées au stress. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Commence par quelque chose de simple. Identifie ton souci et demande-toi avec une brutalité honnête si cela dépend de toi ou non. Si tu es anxieux parce que quelqu'un ne répond pas à un message, souviens-toi que tu ne contrôles pas sa réaction, mais ce que tu feras entre-temps. Si tu es préoccupé par un résultat au travail, concentre-toi sur l'effort que tu mets, pas sur l'approbation finale. Si tu crains l'avenir, souviens-toi que tu ne contrôles que ce que tu fais aujourd'hui. Chaque fois que tu reconnais la différence, tu laisses tomber une pierre de ton sac à dos. Un exercice pratique est d'écrire 2 colonnes sur une feuille.
Dans la première, note tout ce qui te préoccupe aujourd'hui. Dans la seconde, marque ce qui dépend vraiment de toi. Tu remarqueras qu'une grande partie de tes pensées anxieuses s'accumule dans l'incontrôlable. Ce simple acte de séparer ce qui est à toi de ce qui est à autrui te donne de la clarté et réduit la sensation d'être pris dans un tourbillon. Lâcher ce qui ne dépend pas de toi n'est pas être passif ou indifférent, c'est être intelligent, c'est réserver ton énergie pour ce que tu peux construire et arrêter de la donner à des fantômes qui n'obéiront jamais à ta volonté. L'anxiété se nourrit de la tentative de contrôler l'incontrôlable. En revanche, la sérénité commence lorsque tu acceptes que tu ne peux pas décider comment souffle le vent, mais tu peux ajuster les voiles de ton bateau. 2. Apprécie la vie brève et essentielle. L'anxiété naît souvent de l'illusion que nous avons tout le temps du monde. Nous marchons comme si chaque jour était éternel, accumulant de petites préoccupations, des tâches interminables et des peurs que nous reportons à affronter. Mais la vie est comme un sablier qui ne s'arrête jamais. Le problème est que nous croyons que le sable ne se termine pas, et pendant ce temps, nous le gaspillons sur ce qui n'a pas d'importance. Le stoïcisme vous rappelle crûment que le temps est limité, et que l'anxiété se nourrit de l'oubli de cette vérité. Sénèque l'a écrit avec fermeté. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous le gaspillons. Et la vérité est qu'une grande partie de l'anxiété provient de là, de dépenser de l'énergie dans des distractions inutiles, des obsessions sans valeur, des comparaisons sans sens. Lorsque vous vous souvenez que votre vie est brève, vous mettez un filtre naturel à ce qui mérite attention et à ce qui ne le mérite pas. La brièveté de l'existence ne devrait pas être un fardeau, mais un appel à se concentrer sur l'essentiel. La science soutient cette vision. Des études en psychologie positive montrent que ceux qui cultivent la conscience de la mortalité développent plus de gratitude et moins d'anxiété. Reconnaître la finitude de la vie change la façon dont votre esprit traite les préoccupations, car il relativise ce qui semblait immense. Un problème au travail ou un commentaire négatif perd de son poids lorsque vous le comparez au fait que vos jours sont limités. Des recherches sur la gratitude montrent que le fait d'écrire chaque jour ce que vous appréciez réduit significativement les symptômes d'anxiété et de dépression, car vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce que vous avez, plutôt que sur ce que vous craignez de perdre. Comment appliquer cela de manière pratique ? Commencez par vous rappeler chaque matin que vous ne savez pas combien de jours vous avez et demandez-vous ce qui vaut la peine de dépenser vos heures. Faites une liste de l'essentiel, les personnes que vous aimez, les projets qui donnent un sens à votre vie, les habitudes qui renforcent votre esprit et votre corps. Utilisez cette liste comme une boussole pour décider ce qui mérite votre énergie. Lorsque l'anxiété essaie de vous entraîner dans des pensées chaotiques, revenez à cette boussole et demandez-vous si ce qui vous préoccupe a toujours de la valeur à l'échelle d'une vie si courte. Un autre conseil utile est de pratiquer la gratitude consciente. Avant de vous coucher, notez 3 choses qui ont rendu votre journée précieuse. Peu importe qu'il s'agisse de grands accomplissements ou de détails minimes comme une conversation sincère ou un moment de calme. Cette habitude entraîne votre cerveau à reconnaître l'essentiel et réduit la tendance naturelle à se concentrer sur le négatif. Apprécier la vie brève ne signifie pas vivre dans la peur de la fin, mais avec l'urgence de l'important. C'est comprendre que l'anxiété perd de sa force lorsque vous arrêtez de vous tourmenter pour l'accessoire et que vous embrassez ce qui donne du sens. La brièveté de la vie est le rappel le plus puissant que vous n'avez pas à tout contrôler, seulement à profiter de ce qui est devant vous avec attention, gratitude et courage. 3. Reste dans le présent. L'anxiété ressemble à être coincée dans une salle pleine de miroirs brisés. Chaque reflet montre un « que se passera-t-il si ?» un « j'aurais dû faire ceci » un « tout va sûrement mal se passer ». Ton esprit court de miroir en miroir, mais aucun ne reflète la réalité. Le présent est devant toi, intact, mais au milieu du bruit mental, tu ne le vois pas. Et pendant que ton attention se perd entre le passé et le futur, le maintenant devient un terrain fertile pour l'anxiété. Les stoïciens ont compris que la vie n'a lieu qu'à un instant, celui-ci.
Marc Aurèle l'a écrit clairement, disant que l'existence de chaque homme se réduit à un seul moment présent. Cependant, l'erreur commune est de vivre dans une double prison. Le poids de ce qui s'est déjà passé et l'ombre de ce qui n'est pas encore arrivé. Cette combinaison empoisonne l'esprit. Lorsque tu parviens à rester dans le présent, l'anxiété perd une grande partie de sa force, car la plupart de ses racines sont dans des scénarios inventés. La science le confirme. Des études sur la pleine conscience ont montré que l'entraînement de l'attention réduit l'activité dans les régions du cerveau associées à la rumination et à l'inquiétude. Les personnes qui pratiquent des exercices simples de respiration consciente signalent moins d'anxiété, car elles rompent le cycle de pensées automatiques qui déclenchent le stress. La recherche psychologique révèle également que lorsque ton focus est centré sur l'expérience immédiate, ton cerveau traite la réalité de manière plus claire et moins menaçante. Comment commencer à vivre ce principe? D'abord, utilise la respiration comme encre. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'envole vers le futur ou s'en mêle dans les souvenirs, respire profondément. Compte jusqu'à 4 en inspirant. Retiens 2 secondes et expire en comptant à nouveau jusqu'à 4. Ce petit exercice ramène ton attention au maintenant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. En régulant ta respiration, tu actives le système nerveux parasympathique qui calme la réponse de l'anxiété. Une autre pratique utile est le balayage corporel. Consacre quelques minutes par jour à observer comment se sent ton corps, de la tête aux pieds, sans juger. Cette habitude entraîne ton esprit à rester dans le présent à travers les sensations physiques, l'éloignant des pensées répétitives. Il est également essentiel de mettre des limites aux distractions. Si tu vérifies les notifications chaque minute, ton attention ne s'entraîne jamais dans le présent, mais vit en alerte constante. Fixe des moments spécifiques pour vérifier les messages et consacre des espaces sans écran pour te concentrer sur ce que tu fais. Rester dans le présent ne signifie pas oublier le passé ni ignorer le futur. Cela signifie comprendre que seul ce moment est réel. Lorsque tu apprends à l'habiter avec attention, l'anxiété se réduit parce que tu arrêtes de nourrir les fantômes qui vivent en dehors du maintenant. Le présent est un refuge toujours disponible, mais il dépend de toi d'y entrer avec discipline et pratique quotidienne. 4. Embrasse l'inconfort volontaire. L'anxiété ressemble à un gardien qui vit à l'entrée de ton esprit, toujours prêt à te rappeler tout ce qui pourrait mal se passer. Chaque fois que tu essaies d'avancer, il se lève et te prévient « Cela fera mal, mieux vaut ne pas essayer ». Le problème est que plus tu l'écoutes, plus il devient fort. Ce que tu ne comprends pas à ce moment-là, c'est que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un maître qui, si tu lui fais face volontairement, affaiblit le pouvoir de ce gardien. Les stoïciens le pratiquaient consciemment. Sénèque recommandait de dormir sur le sol certains jours, de porter des vêtements simples ou de manger de manière frugale, non pas parce qu'il ne pouvait pas se permettre des luxes, mais pour entraîner son esprit à ne pas craindre la perte. Marc Aurèle parlait d'accepter les inconforts de la vie comme faisant partie de la nature, sans résistance inutile. Pour eux, l'inconfort choisi était un bouclier contre l'anxiété, car il habituait l'esprit à l'inattendu. La science moderne confirme la valeur de cette approche. Des études en psychologie du comportement démontrent que l'exposition contrôlée à des situations inconfortables réduit les niveaux d'anxiété avec le temps. C'est le principe derrière la thérapie d'exposition. Plus tu fais face volontairement à ce que tu crains, moins cela a de pouvoir sur toi. Des recherches montrent également que la résilience se développe lorsque tu choisis de sortir de ta zone de confort par petites doses, renforçant ta capacité à affronter de véritables défis. Comment appliquer cela de manière pratique? Commence par de petits actes d'inconfort volontaire. Tu peux te doucher à l'eau froide pendant 30 secondes, marcher un tronçon sans manteau par une journée fraîche ou éteindre ton téléphone pendant plusieurs heures. Ces exercices simples ne cherchent pas à te martyriser, mais à entraîner ton esprit à comprendre que l'inconfort est passager et non mortel. Chaque fois que tu t'exposes consciemment à quelque chose d'inconfortable, tu montres à ton anxiété qu'elle n'a pas le dernier mot. Une autre façon efficace est de faire face à des tâches que tu repousses par peur ou insécurité.
Appeler cette personne avec qui tu évites de parler, commencer le projet qui t'intimide ou dire ce que tu penses lors d'une réunion. La clé est de le faire avec intention, sachant que l'inconfort fait partie du processus de croissance. Le résultat est un esprit plus fort, moins anxieux et mieux entraîné pour tolérer l'incertitude. Tu peux également appliquer l'inconfort dans tes habitudes quotidiennes. Réduis ta consommation de sucre, limite l'utilisation des réseaux sociaux ou lève-toi plus tôt que d'habitude. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des rappels que tu as le contrôle sur toi-même. Et cette sensation de contrôle est l'un des antidotes les plus puissants contre l'anxiété. Embrasser l'inconfort volontaire ne signifie pas chercher la souffrance. Cela signifie choisir de petites batailles qui te préparent pour les grandes. L'anxiété se nourrit de l'idée que tu ne pourras pas supporter l'inattendu. Lorsque tu pratiques l'inconfort avec discipline, tu démontres que tu es plus fort que tu ne le pensais et que la vie n'a pas besoin de te faire peur pour que tu avances. 5. Ancrer ton esprit dans la raison. L'anxiété ressemble à un cheval emballé. Il court sans direction, emporte tout sur son passage et te laisse sans souffle. Si tu le laisses sans contrôle, il t'entraîne vers les pires scénarios imaginés. Mais si tu sais tenir les rênes, le même cheval qui était auparavant une menace devient une force que tu peux guider. Cette reine est la raison, l'ancre que le stoïcisme propose pour ne pas te laisser dominer par des impulsions et des pensées incontrôlées. Épictète disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cette phrase est un coup direct à l'anxiété, car elle nous rappelle que ce qui nous tourmente n'est pas toujours la réalité, mais l'interprétation que nous construisons dans notre esprit. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, écrivait dans ses méditations qu'il devait examiner chaque impression qui lui venait à l'esprit et décider si elle était rationnelle ou simplement une émotion déguisée en vérité. Cette habitude le maintenait ferme, même dans des situations qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, la science soutient cette pratique millénaire. La thérapie cognitivo-comportementale, considérée comme l'un des traitements les plus efficaces contre l'anxiété, repose sur la même chose: identifier les pensées irrationnelles, les remettre en question et les remplacer par des interprétations plus réalistes. Des études montrent que lorsque tu apprends à évaluer tes pensées au lieu de réagir automatiquement, l'intensité de l'anxiété diminue et ton sentiment de contrôle augmente. Comment appliquer cela à ta vie quotidienne? Commence par t'arrêter lorsque survient une pensée anxieuse. Demande-toi, quelle preuve réelle ai-je que cela se produira? Est-ce que j'exagère le risque? Qu'est-ce qu'un ami me dirait si je lui parlais de cette peur? Ce petit examen brise la chaîne des interprétations automatiques et active ta capacité à raisonner. Une autre technique efficace consiste à écrire tes préoccupations sur papier. Lorsqu'une pensée reste dans l'esprit, elle a tendance à se multiplier et à prendre des formes plus grandes qu'elle ne l'est réellement. En l'écrivant, tu la vois plus clairement et tu peux l'analyser à distance. Demande-toi si ce que tu as écrit est un fait ou simplement une supposition. Cet exercice simple affaiblit l'anxiété parce qu'il transforme ce qui est flou en concret. Tu peux aussi entraîner ton esprit à répondre par des affirmations rationnelles. Si tu penses « je vais échouer », change-le pour « je ne peux pas connaître le résultat, mais je peux donner le meilleur de moi-même ». Il ne s'agit pas de phrases positives vides, mais de rappels basés sur la réalité. Petit à petit, ton cerveau apprend à ne pas tomber dans le même schéma de catastrophe. Ancrer l'esprit dans la raison n'élimine pas les émotions, mais les met à leur place. L'anxiété crie que tout est perdu. La raison répond que rien ne s'est encore passé. L'anxiété imagine le pire scénario. La raison rappelle qu'il y a aussi des milliers de meilleures possibilités. Chaque fois que tu choisis de raisonner plutôt que de réagir, tu arraches du terrain à la tempête mentale et tu reprends le contrôle de ta vie. 6. Accepte l'inévitable avec calme. L'anxiété ressemble à être devant une porte fermée que tu frappes de toutes tes forces, espérant qu'elle s'ouvre. Les minutes passent, tu transpires, tu te désespères, mais la porte ne cède pas parce qu'elle n'était jamais destinée à s'ouvrir.
Cet effort inutile épuise ton esprit et sans t'en rendre compte, tu transformes l'inévitable en souffrance supplémentaire. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de l'anxiété naît de cette résistance. Vouloir changer ce qui ne peut pas être changé. Marc Aurèle répétait que tout ce qui se produit fait partie de l'ordre de la nature. Épictète insistait sur le fait que nous ne devrions pas souhaiter que les choses se passent comme nous le voulons, mais vouloir qu'elles se passent comme elles se produisent. Sénèque conseillait d'accepter la mort comme nous acceptons l'aube. Aucun d'entre eux ne défendait la résignation passive, mais le calme actif, celui qui te permet de reconnaître l'inévitable et d'agir avec sagesse dans ce que tu peux transformer. La science valide aujourd'hui cette pratique. Des recherches sur la résilience montrent que l'acceptation des circonstances hors de contrôle réduit les niveaux d'anxiété et de stress. L'acceptation radicale, utilisée dans les thérapies modernes, aide les personnes à diminuer la souffrance car elle met fin à la lutte interne contre l'immuable. De plus, des études en neurosciences indiquent que résister émotionnellement à l'inévitable active les zones cérébrales associées à la douleur, tandis que l'accepter réduit cette activation et permet de mieux traiter l'expérience. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne ? D'abord, identifie ce que tu ne peux clairement pas contrôler, le passage du temps, les décisions des autres, les pertes inévitables. Au lieu de dépenser de l'énergie à nier ou à résister, reconnais qu'elles sont là. Il ne s'agit pas d'aimer ce qui se passe, mais d'admettre que lutter contre l'irréversible ne fait qu'aggraver ton anxiété. Un exercice pratique consiste à répéter mentalement une phrase lorsque la résistance apparaît. « Cela est hors de mes mains, et c'est bien ». En le répétant, tu entraînes ton esprit à lâcher la lutte interne. Un autre conseil utile est d'observer la nature. Remarque comment une rivière coule même si elle rencontre des rochers sur son chemin, ou comment un arbre se plie au vent pour ne pas se briser. Ces exemples servent de rappel que s'adapter est plus sage que de résister à l'inévitable. Tu peux aussi pratiquer l'acceptation dans des situations quotidiennes. Si tu es coincé dans le trafic, au lieu de nourrir la frustration, profite de ce temps pour écouter un livre audio ou pratiquer la respiration consciente. Si un plan est annulé à la dernière minute, considère-le comme une opportunité de te reposer ou de te consacrer à une autre tâche en attente. Accepter l'inévitable avec calme ne signifie pas se rendre, cela signifie choisir où tu mets ta force. L'anxiété grandit lorsque tu dépenses ton énergie à lutter contre l'immuable. La sérénité apparaît lorsque tu reconnais qu'il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais, mais qu'il existe toujours des chemins alternatifs si tu décides de les chercher. 7. Fais moins, mais avec excellence. L'anxiété ressemble à avoir trop d'onglets ouverts dans l'esprit, comme lorsque dans le navigateur de l'ordinateur tout ralentit parce qu'il essaie de traiter trop de tâches en même temps. Chaque tâche en attente, chaque engagement et chaque souci occupent de l'espace dans ta mémoire interne. Au final, tu n'avances dans rien, mais tu as l'impression que le poids de tout t'écrase. Le stoïcisme propose le contraire. Réduire, se concentrer et faire moins, mais avec excellence. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations, se rappelant qu'il ne devait pas se disperser dans 1000 affaires, mais s'occuper de ce qui était devant lui avec une attention totale. Pour les stoïciens, multiplier les activités n'était pas un signe de productivité, mais de faiblesse, car l'esprit divisé perd en clarté. L'excellence n'est pas dans le fait de faire beaucoup, mais de faire l'essentiel avec une pleine présence. La science moderne soutient ce principe. Des études sur la multitâche démontrent que tenter de faire plusieurs choses à la fois augmente la sensation de stress et réduit l'efficacité. Des recherches en psychologie organisationnelle confirment que ceux qui priorisent quelques tâches importantes et les exécutent avec une concentration profonde éprouvent moins d'anxiété et une plus grande satisfaction. Cela est dû au fait que le cerveau libère de la dopamine lors de la réalisation de tâches significatives, mais se frustre lorsqu'il accumule des tâches en attente sans les conclure. Comment appliquer cette pratique dans ta vie ? Commence chaque jour en identifiant ce qui est vraiment important.
Ne fais pas de liste interminable de tâches en attente, choisis 3 tâches clés et engage-toi à les réaliser avec une concentration totale. En réduisant la liste, ton esprit se libère du fardeau de l'inaccessible et trouve une réelle motivation à avancer. Un autre conseil utile est d'éliminer les distractions conscientes. Éteins les notifications lorsque tu travailles sur quelque chose d'essentiel, consacre des blocs de temps sans interruption et repose-toi entre les tâches. L'anxiété provient souvent non pas de la tâche elle-même, mais des constantes interruptions qui brisent ta concentration et augmentent la sensation de chaos. Il est également précieux d'appliquer la règle de l'excellence dans la vie quotidienne. Si tu décides de parler à quelqu'un, concentre-toi uniquement sur l'écoute et non sur la vérification de ton téléphone en même temps. Si tu t'entraînes, mets ton énergie à ressentir l'exercice plutôt qu'à penser à ce que tu feras ensuite. Cette pleine attention réduit l'anxiété car elle enseigne à ton cerveau à vivre dans l'action présente et non dans la dispersion. Fais moins, mais fais le bien. C'est la leçon qui traverse les siècles. L'anxiété se multiplie lorsque tu essaies de tout englober, mais elle se réduit lorsque tu choisis avec sagesse. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui fait tout, mais quelqu'un qui choisit l'essentiel et l'exécute avec discipline. Au final, ta valeur ne se mesure pas par le nombre de tâches accumulées, mais par la qualité avec laquelle tu as vécu chacune d'elles. 8. Maîtrise ton dialogue interne. L'anxiété ressemble à une radio allumée à plein volume dans ta tête, une radio que tu ne peux pas éteindre et qui répète la même chanson épuisante de doutes, de peur et de suppositions. Cette voix intérieure peut être ton pire ennemi lorsque tu la laisses courir sans contrôle, mais elle peut aussi devenir ton allié la plus puissante si tu apprends à la diriger. Ce que tu te dis à toi-même dans les moments de tension peut te calmer ou te couler. Et ce choix est entre tes mains. Épictète l'a souligné avec force. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais ce que nous pensons d'eux. Cette phrase met à nu la racine du problème. L'anxiété ne provient pas uniquement de ce qui se passe, mais du discours interne que nous construisons autour de cela. Marc Aurèle se répétait à lui-même qu'il devait examiner chaque pensée et éliminer celle qui n'était pas utile à la raison. Sénèque conseillait de ne pas exagérer la douleur en anticipant des maux qui n'arriveraient peut-être jamais. Tous ont compris que maîtriser la voix intérieure est la clé pour maintenir le calme. Aujourd'hui, la psychologie moderne est tout à fait d'accord. La thérapie cognitivo-comportementale, l'un des traitements les plus efficaces contre l'anxiété, se concentre sur l'identification et la remise en question des pensées automatiques. Les recherches en neurosciences démontrent que le cerveau réagit avec la même intensité à une pensée négative répétée qu'à une menace réelle. Cependant, en reformulant cette pensée, la réponse de l'anxiété diminue. Comment appliquer cela à ta vie? D'abord, détecte le récit que ton esprit répète lorsque l'anxiété apparaît. Demande-toi si ce que tu te dis est un fait vérifiable ou simplement une interprétation. Par exemple, au lieu de penser « je vais sûrement échouer », reconnais que ce n'est pas un fait mais une peur. En le mettant en mots clairs, tu réduis son pouvoir. Ensuite, pratique la restructuration. Change le « je ne peux pas faire ça » par « j'ai surmonté des situations difficiles avant et je peux gérer celles-ci aussi ». Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives vides, mais de te rappeler avec des preuves réelles que tu as déjà de la force. Garde un registre des moments où tu as affronté quelque chose qui te semblait impossible et où tu as réussi. Utilise-le comme carburant lorsque ton dialogue interne essaie de te faire tomber. Un autre conseil pratique est de te parler comme tu le ferais à un ami. Si quelqu'un de proche te confiait ses peurs, le coulerais-tu avec plus de critique ou l'encouragerais-tu avec des mots fermes mais compréhensifs? Fais de même avec toi-même. Changer le ton avec lequel tu te parles a un impact profond sur la façon dont ton corps traite l'anxiété. Maîtriser le dialogue interne ne signifie pas éliminer toutes les pensées négatives, mais apprendre à les remettre en question et à leur donner la place qu'elles méritent. L'anxiété continuera d'essayer d'augmenter le volume de cette radio interne, mais maintenant, tu auras le contrôle du bouton.
La différence entre vivre piégé dans le bruit ou trouver la tranquillité réside dans la façon dont tu décides de te parler à toi-même. 9. Souviens-toi de ta force passée. L'anxiété ressemble à une ombre qui exagère sa taille sur le mur. Elle semble immense, mais lorsque tu allumes la lumière, tu découvres qu'elle était beaucoup plus petite que tu ne l'imaginais. Cette lumière est ton souvenir de ce que tu as déjà surmonté. Se rappeler la force que tu as eue dans le passé est la preuve la plus claire que tu peux affronter ce qui semble insupportable aujourd'hui. L'anxiété essaie de te convaincre que tu ne pourras pas, mais ton histoire personnelle prouve le contraire. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il devait se souvenir comment il avait résisté auparavant à la douleur, aux pertes et à la trahison, car ce souvenir était du carburant pour le présent. Épictète enseignait qu'il n'y a pas d'adversité qui ne contient pas en elle-même l'opportunité de démontrer ce qui a été appris. Pour les stoïciens, regarder en arrière n'était pas un acte de nostalgie, mais de preuve. Si tu as supporté avant, tu peux supporter maintenant. La science le soutient avec force. Des recherches en psychologie sur la résilience montrent que l'évocation de souvenirs de réussite passée renforce la confiance en soi et réduit la perception de menace. Des études en neurosciences confirment que lorsque tu te remémores des situations difficiles que tu as surmontées, ton cerveau active des circuits de récompense qui réduisent la réponse à l'anxiété. C'est comme rappeler à ton système nerveux que ce n'est pas la première fois qu'il fait face à un défi. Comment appliquer cette pratique dans ta vie quotidienne? Prends le temps d'écrire une liste de moments où tu as surmonté des obstacles. Cela peut être quelque chose de grand, comme surmonter une maladie, ou quelque chose d'apparemment petit, comme parler en public quand tu avais peur. Chaque souvenir est un témoignage de ta force. Et cette liste à portée de main est lis-la lorsque l'anxiété essaie de te convaincre de ta faiblesse. Un autre conseil pratique est de visualiser ton toi du passé face à ces situations. Revive comment tu te sentais, ce que tu as fait pour t'en sortir et ce que tu as appris. Cette reconstitution mentale ne renforce pas seulement ta confiance, elle prépare aussi ton esprit à appliquer des stratégies similaires dans le présent. Tu peux aussi créer un rituel personnel. Chaque fois que tu fais face à l'anxiété, place ta main sur ta poitrine et répète à voix basse « Je l'ai déjà fait avant, je peux le refaire ». Cette action physique ancre le souvenir dans ton corps et renforce le message. Avec la répétition, ton esprit l'assimile comme une vérité immédiate. Ce souvenir de ta force passée ne signifie pas rester coincé dans le passé. Cela signifie l'utiliser comme un rappel de ta capacité réelle. L'anxiété exagère toujours le danger et minimise tes ressources. Mais ton histoire est la preuve que tu as ce qu'il faut. Chaque bataille gagnée est une lumière qui réduit l'ombre actuelle. La clé est de ne pas oublier que ton présent repose sur toutes les fois où tu as été plus fort que tu ne le pensais. 10. Pratiquer la gratitude quotidienne. L'anxiété ressemble à un projecteur qui n'éclaire que ce qui manque, ce qui peut mal tourner ou ce que vous n'avez pas encore obtenu. Pendant ce temps, tout ce que vous avez déjà reste dans l'ombre, invisible. Ce regard sélectif nourrit le sentiment de vide et de manque. La gratitude, c'est changer le focus, déplacer la lumière vers ce qui existe déjà dans votre vie, ce qui vous soutient et ce que vous avez atteint. Elle n'élimine pas les problèmes, mais elle change la façon dont votre esprit les affronte. Sénèque disait qu'il n'y a rien de plus honorable qu'un cœur reconnaissant. Pour les stoïciens, être reconnaissant n'était pas un geste superficiel, c'était un entraînement mental qui rappelait l'abondance même au milieu de l'adversité. Marc Aurèle se répétait au réveil qu'il devait être reconnaissant pour le simple fait d'ouvrir les yeux à un nouveau jour. Épictète, malgré le fait qu'il ait été esclave, enseignait qu'il y a toujours quelque chose à apprécier: l'air, la vie, la capacité de raisonner. Pour eux, la gratitude était une stratégie contre l'anxiété car elle redonnait de la perspective. La science le confirme avec force. Des études en psychologie positive montrent que ceux qui pratiquent la gratitude de manière constante éprouvent moins de symptômes d'anxiété et de dépression.
Des recherches en neurosciences révèlent que le fait d'écrire chaque jour ce que vous appréciez active les régions du cerveau associées à la tranquillité et à la satisfaction, réduisant l'activité des zones liées à la peur. La gratitude entraîne le cerveau à se concentrer sur ce que vous avez sous contrôle. Comment intégrer cela à votre vie quotidienne? Commencez par un exercice simple. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il ne s'agit pas nécessairement de grandes réalisations. Cela peut être une conversation sincère, un moment de calme, voire une erreur dont vous avez tiré une leçon. Cette habitude change la façon dont votre esprit traite la journée et affaiblit la tendance naturelle à ne se souvenir que du négatif. Un autre conseil est de pratiquer la gratitude en temps réel. Lorsque vous mangez, remerciez mentalement pour la nourriture. Lorsque vous parlez à quelqu'un que vous appréciez, prenez le temps de reconnaître l'importance de sa présence. Lorsque vous rencontrez une difficulté, cherchez au moins un aspect qui vous apporte une leçon. Cet entraînement ne nie pas la difficulté, mais empêche le négatif d'occuper tout l'espace. Il est également utile de partager la gratitude. Exprimer à quelqu'un d'autre ce que vous appréciez chez lui renforce les relations et crée un cercle de bien-être. En le verbalisant, vous renforcez en vous-même cette perception positive. Pratiquer la gratitude quotidienne, ce n'est pas fermer les yeux sur l'anxiété, c'est les ouvrir à une vision plus complète. C'est se rappeler que la vie n'est pas seulement faite de manque, mais aussi d'abondance qui passe souvent inaperçue. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous entraînez votre esprit à reconnaître ce qui soutient votre chemin. Et cette certitude réduit la tempête intérieure, car elle vous rappelle que vous avez déjà plus que vous ne le pensiez. Quand quelqu'un te manque de respect, tu n'as pas besoin de te rabaisser pour montrer ta force. La véritable force se mesure à la façon dont tu contrôles ce que tu ressens, pas à la façon dont tu rends le coup. Le respect ne se réclame pas en criant ni en discutant, il se projette calmement, avec présence, avec maîtrise de soi. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes le pouvoir à l'autre. Chaque fois que tu réponds avec sagesse, tu le récupères. Cette vidéo est pour ceux qui ont déjà compris que tout ne mérite pas une réponse, que la provocation n'est pas un champ de bataille, mais un test de maîtrise de soi. Ici, il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger, de transformer l'impulsion en stratégie, la colère en clarté et l'orgueil en équilibre. Parce que celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa seule sérénité impose déjà le respect. Tout au long de ce chemin, tu découvriras des attitudes qui peuvent être pratiquées dans la vie réelle, même les jours où la patience semble s'épuiser. Du regard qui désarme l'irrespectueux au silence qui coupe plus que n'importe quel mot. De la décision de ne pas expliquer tes motivations à la distance qui préserve ta paix. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu changes les autres, mais à ce que tu deviennes quelqu'un que personne ne peut déstabiliser. Le véritable respect ne se demande ni ne se négocie. Il se reflète dans ton comportement. Et c'est ce que tu apprendras ici. Comment répondre avec sagesse quand le monde essaie de te provoquer? Comment rester calme alors que les autres perdent la leur? Et comment projeter une autorité silencieuse que personne ne peut briser? 1. Regarde calmement. La plupart des gens ne savent pas regarder. Ils observent seulement ce qui leur convient, réagissent à ce qui les blesse et deviennent aveugles lorsque l'orgueil prend le contrôle. Mais quand tu apprends à regarder calmement, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Toute attaque ne mérite pas une réponse et toute provocation ne mérite pas d'attention. Le regard tranquille n'est pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise. C'est le geste de celui qui a suffisamment de contrôle sur lui-même pour ne pas se laisser entraîner par le chaos de l'autre. Quand quelqu'un te manque de respect, son intention n'est pas de dialoguer, c'est de te déstabiliser. Il cherche à toucher ton ego, à te voler ta composture, à te faire tomber sur le terrain émotionnel où il a l'avantage. Mais si tu le regardes avec sérénité, si tes yeux restent fermes, sans colère ni peur, tu désarmes sa stratégie. Parce que le calme déconcerte. Celui qui attendait une contre-attaque se retrouve face à un mur de quiétude. Et dans ce silence visuel, tu conserves ce que l'autre perd, le contrôle.
Le regard tranquille ne cherche pas à s'imposer, il cherche à comprendre. Il comprend que celui qui agresse, au fond, révèle sa faiblesse. Personne en paix n'a besoin de dénigrer les autres. Personne qui se sent fort n'a besoin de crier pour être entendu. C'est pourquoi regarder calmement est un acte d'intelligence émotionnelle. Il te permet de voir au-delà de l'insulte et de détecter l'insécurité qui l'a provoquée. C'est alors que tu apprends à ne rien prendre personnellement. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends que le problème n'est pas en toi. Cette attitude s'entraîne. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Respire, lève les yeux et regarde-le avec ce calme que seuls ceux qui ne cherchent plus à avoir raison possèdent. Que tes yeux transmettent quelque chose de plus fort que n'importe quel mot. Tu ne me contrôles pas. C'est la vraie victoire. Tu n'as pas besoin de prouver ta supériorité, juste ta stabilité. Avec le temps, tu remarqueras que les disputes perdent de leur sens. Que les personnes qui t'irritaient auparavant te semblent maintenant prévisibles. Le regard calme te transforme en observateur plutôt qu'en participant au conflit. Il te donne du temps pour analyser, pour réfléchir, pour agir à partir de la conscience et non de l'impulsion. C'est une barrière invisible qui protège ton énergie et en même temps un signal clair pour le monde. Je ne te prête pas ma paix. Le pratiquer change la façon dont tu affrontes la vie, parce que quand tu apprends à regarder calmement, tu apprends aussi à vivre avec elle. La sérénité devient ton bouclier, l'observation ton arme et le respect ton reflet naturel. Celui qui maîtrise son regard maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit a déjà gagné. Non pas parce que l'autre a perdu, mais parce que tu n'as plus besoin de gagner pour te sentir en paix. 2. Parle avec le silence. Le silence a un pouvoir que peu de gens comprennent. Dans une société qui crie pour être entendue, se taire est devenu un acte révolutionnaire. Parler avec le silence ne signifie pas se réprimer, cela signifie choisir quand ta voix vaut la peine et quand le bruit ne fait qu'épuiser ton énergie. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, le silence n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Parce qu'à ce moment-là, pendant que l'autre gaspille son contrôle, tu conserves le tien intact. Celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de hausser la voix. Son calme parle pour lui. Son regard, sa posture, sa respiration lente, tout communique une force que l'agresseur ne peut pas comprendre. Le silence déstabilise car il laisse l'autre seul avec son propre écho. Sans contrepoids, ses paroles tombent à terre sans effet. Ce qu'il espérait être une guerre verbale devient une scène inconfortable où seul l'un se décompose, celui qui ne savait pas se taire. Il y a des moments où la meilleure réponse n'est pas une phrase parfaite, mais une absence de celle-ci. Le silence sage ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à maintenir le dernier calme. Parce que lorsque tu entres dans la dynamique de te justifier ou de te défendre contre quelqu'un qui n'écoute pas, tu perds. Personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui veut juste avoir raison. C'est pourquoi les stoïciens disaient que le sage parle peu, et quand il le fait pour construire, pas pour détruire. Pratiquer le silence n'est pas facile. L'esprit veut répondre, veut attaquer, veut prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se trouve la leçon. L'impulsion de répondre est un piège de l'ego. Le silence est le rappel que tu n'as rien à prouver. Tu es le maître de tes mots parce que tu sais quand les utiliser et quand les garder. Cela ne fait pas de toi un lâche, cela fait de toi une personne sélective. Quand tu apprends à parler avec le silence, tu changes le rythme de l'affrontement. L'autre attend une réaction, une réplique, une insulte, quelque chose qui confirme son pouvoir sur toi. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est ton calme, et cela le désarme. À ce moment-là, tu comprends que le respect ne s'impose pas par la force, mais par la présence. Parce que le silence ferme ne se sent pas vide, il se sent solide. Imagine une dispute. Deux personnes élèvent le ton. Les mots se croisent comme des flèches. Soudain, l'une d'elles se tait, non pas par peur, mais parce qu'elle a décidé de ne plus jouer. L'atmosphère change. L'autre reste exposé, révélant son manque de contrôle. C'est ce que fait le silence. Il reflète le déséquilibre de l'autre et réaffirme le tien. C'est une façon de dire, sans le dire, je ne vais pas entrer dans ton chaos.
Le silence ne sert pas seulement à te protéger des autres, il te permet aussi de t'écouter. Dans ces secondes où tu décides de ne pas parler, tu écoutes ta respiration, ton pouls, ta pensée. Et là, tu découvres ce qui compte vraiment. Pas l'offense, pas la provocation, mais ta capacité à rester centré. C'est la différence entre réagir comme n'importe qui et répondre comme quelqu'un qui se connaît. Le silence n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins. Sa force réside dans son invisibilité. Alors que les autres s'épuisent à essayer de s'imposer, tu te renforces sans bouger un muscle. C'est ça, parler avec le silence. Communiquer depuis la tempérance, enseigner sans corriger, s'imposer sans dominer. Souviens-toi de ceci. Celui qui te crie dessus cherche ton attention, pas ta réponse. Si tu lui donnes du silence, tu lui refuses ce qu'il désire le plus, ton énergie. Et là, tu gagnes. Parce que celui qui sait se taire au bon moment démontre que tout le monde ne mérite pas sa voix. 3. Explique-moi. Le besoin d'expliquer tout est l'une des formes les plus subtiles de faiblesse. Chaque fois que tu justifies tes décisions devant quelqu'un qui ne les apprécie pas, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Trop expliquer, c'est vouloir convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. C'est chercher l'approbation là où elle n'existe pas. Et dans cette tentative désespérée de démontrer tes raisons, tu finis par diluer ta force. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin d'expliquer chaque pas qu'il fait. Il agit simplement, et ses résultats parlent pour lui. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, surtout, même sur ta vie. On te dit ce que tu devrais faire, comment tu devrais te sentir, pourquoi tes choix ne sont pas les bons. Mais il y a quelque chose qui distingue un esprit fort d'un esprit dépendant. La capacité de garder le silence lorsque le monde exige une justification. Tu ne dois pas d'explication à celui qui n'est pas prêt à écouter avec respect. Ta tranquillité n'a pas besoin de défense. Expliquer moins n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. C'est savoir que ton énergie est limitée et qu'il ne vaut pas la peine de la gaspiller en essayant de convaincre celui qui veut seulement débattre par ego. Chaque explication que tu donnes à une personne fermée est une reddition déguisée en gentillesse. La prochaine fois que tu ressens le besoin de te justifier, fais une pause. Demande-toi si cette explication naît du désir de partager ou de la peur d'être mal interprétée. Si c'est la deuxième option, garde le silence. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles, c'est ton intention, pas l'interprétation des autres. Tu peux parler clairement, agir de manière cohérente, mais tu ne peux jamais contrôler comment les autres recevront tes mots. Certains ne cherchent qu'à trouver des défauts, d'autres cherchent à te blesser sous le déguisement de l'intérêt. C'est pourquoi expliquer moins n'est pas un détachement émotionnel. C'est une protection psychologique. C'est choisir de prendre soin de ton esprit plutôt que de satisfaire la curiosité des autres. Lorsque quelqu'un te questionne avec sarcasme, avec un ton moqueur ou avec mépris, regarde-le calmement et réponds avec l'essentiel. Si on te demande pourquoi tu t'es éloigné, dis simplement « Cela ne me fait pas de bien ». Si on te demande des raisons pour tes limites, réponds « J'en ai besoin ». Bref, ferme, réel. Ne nourris pas les discussions avec des discours. La clarté tranche plus que 1000 arguments. Et lorsque tu apprends à le faire, tu découvres que les gens commencent à te prendre au sérieux, non pas parce que tu expliques plus, mais parce que tu parles moins. Chaque explication inutile ouvre la voie à la manipulation. Celui qui cherche à te dominer le fait à travers tes mots. Plus tu parles, plus tu donnes d'informations sur ce qui t'affecte, ce que tu crains, ce qui t'importe. C'est pourquoi le sage mesure ses mots comme un guerrier mesure sa respiration avant un coup. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se justifie pas, il se maintient. Apprendre à expliquer moins n'est pas seulement une compétence sociale, c'est une façon de vivre. Cela te libère du poids des opinions et t'ancre dans ton authenticité. Tu commences à agir par conviction, non par validation. Et avec le temps, tu remarques quelque chose de curieux. Plus tu expliques moins, plus ta parole est respectée.
Ta cohérence devient ton argument. Tes limites deviennent ta réponse. Alors laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Tu n'es pas ici pour éclaircir chaque malentendu, ni pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Tu es ici pour vivre avec un but, avec calme, avec fermeté. Le respect que tu cherches ne viendra pas de tes explications, il viendra de ton comportement. Et quand tu y parviens, tu comprends que la véritable force ne réside pas dans le fait de dire plus, mais dans le fait de savoir quand il n'est plus nécessaire de dire quoi que ce soit. 4. Éloigne-toi sans culpabilité. Il y a des moments où rester est une forme d'autodestruction. Rester dans des endroits où tu n'es pas respecté, où ta paix s'érode petit à petit, est une façon silencieuse de te perdre. S'éloigner ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, c'est la décision la plus courageuse que tu peux prendre. Mais beaucoup ne le font pas, non pas par manque de force, mais par culpabilité. Ils pensent que partir les rend égoïstes, alors qu'en réalité cela les libère. S'éloigner sans culpabilité, c'est comprendre que tu n'as pas l'obligation de tout supporter. Tu n'es pas responsable de guérir ce que l'autre ne veut pas changer, ni de maintenir des liens qui se nourrissent de ton épuisement. C'est une attitude qui naît de l'amour de soi, pas de l'orgueil. Cela signifie reconnaître que ta paix vaut plus que l'habitude, que ta dignité n'est pas négociable et que ton énergie ne peut plus être drainée par ceux qui ne savent pas en prendre soin. Le stoïcisme enseigne que la vertu est de vivre en accord avec la nature, et cela inclut de s'éloigner de ce qui te rend malade. La vie n'est pas une résistance infinie, c'est un équilibre. Et une partie de cet équilibre consiste à savoir quand se retirer. Pas avec ressentiment, mais avec sérénité. Pas avec haine, mais avec lucidité. S'éloigner calmement est une démonstration de pouvoir intérieur, car cela montre que tu ne cherches plus à gagner, mais à conserver ton centre. Lorsque tu décides de le faire, l'environnement réagit. Certains te blâmeront, d'autres te traiteront de froid. Ils pourront même te faire sentir que tu abandonnes. Mais cela ne doit pas te troubler. La culpabilité qu'ils essaient de t'imposer n'est pas la tienne. C'est le reflet de leur malaise face à ta liberté. Les gens qui bénéficient de ta présence célèbrent rarement ta distance. C'est pourquoi tu dois apprendre à fermer des portes sans remords, sachant que celui qui te valorise vraiment ne t'oblige pas à rester à tes dépens. S'éloigner sans culpabilité implique aussi le silence. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, ni de le justifier, ni de le dramatiser. Agisse simplement. Fais un pas en arrière et observe comment l'énergie commence à s'organiser. Parce que lorsque tu te retires de ce qui ne te valorise pas, l'univers interprète ce mouvement comme un signe de respect envers toi-même. Et lorsque tu te respectes, la vie commence à le faire aussi. Ne confonds pas la paix avec la fuite. La paix se construit à partir de la clarté. La fuite à partir de la peur. S'éloigner sans culpabilité n'est pas fuir, c'est choisir. C'est regarder une situation avec froideur et dire « il n'y a plus de croissance ici ». Et cette phrase, bien qu'elle fasse mal, te redonne le contrôle. Parce que personne ne peut te forcer à rester là où tu ne te sens plus libre. Avec le temps, tu comprendras que l'acte de t'éloigner n'élimine pas ce que tu as vécu. Il t'apprend simplement à lâcher prise sans rancune. Tu apprends que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées et que la dignité n'est pas criarde, elle agit. Tu te rends compte que la véritable maturité n'est pas de tout résister, mais de savoir quand une étape est terminée. Et quand tu y arrives, quelque chose change en toi. Tu ne te sens plus lourd à la fin des cycles, tu te sens soulagé. Alors, si tu sens que tu soutiens l'insoutenable, lâche prise. N'attends pas l'approbation de personne. Celui qui comprend ta distance te respecte. Celui qui ne le fait pas te révèle sa véritable place dans ta vie. Marche calmement, sans regarder en arrière, car celui qui part sans culpabilité ne perd pas, il se récupère. Et ce retour à toi-même vaut plus que toute excuse tardive ou affection conditionnelle. S'éloigner sans culpabilité est le début de ta liberté émotionnelle. 5. Garde ta posture. Quand le respect est mis à l'épreuve, la posture dit tout. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer ta présence, ni de céder pour maintenir la paix. Garder ta posture n'est pas de la rigidité, c'est de la cohérence. C'est te soutenir même lorsque l'environnement cherche à te plier. C'est ce point où le calme devient pouvoir,
où ton silence se transforme en une déclaration qui dit « Tu ne vas pas me sortir de mon centre ». Dans les moments de tension, la plupart se brisent en cherchant l'approbation ou se perturbent en cherchant le contrôle. Mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester debout au milieu du chaos, sans perdre ta contenance ni ta direction. Cette posture physique et mentale non seulement protège ta dignité, mais communique aussi une vérité profonde. Rien d'extérieur ne peut te dominer si tu ne le permets pas. Le corps ferme, le regard serein et le ton posé envoient un message clair. Tu décides comment agir, pas les émotions de l'autre. Le stoïcisme enseignait que le caractère se forge dans la résistance, pas dans le confort. Et garder ta posture, c'est exactement cela, résister sans ressentir. Il ne s'agit pas de durcir, mais de maintenir ton équilibre. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il le fait pour te tirer à son niveau. Si tu réagis avec colère, il réussit. Si tu restes stable, il se désarme. Parce qu'il n'y a rien de plus déconcertant qu'une personne qui ne perd pas son axe, même quand tout autour d'elle essaie de le briser. Imagine une dispute où l'autre élève la voix, croise les bras, lance des accusations. Toi, en revanche, tu restes ferme, non par fierté mais par contrôle. Tu ne recules pas, tu ne t'agites pas, tu n'expliques pas trop. Tu te tiens simplement. Cette posture ne cherche pas à s'imposer, elle cherche à se préserver. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui vit sur la défensive et celui qui vit avec un but. Garder la posture signifie aussi ne pas te trahir pour plaire. Souvent, nous cédons dans ce que nous croyons juste pour éviter le conflit. Mais chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. La cohérence est une forme de respect de soi. Si tu sais que quelque chose ne va pas, ne l'accepte pas juste pour maintenir l'harmonie. La paix qui s'achète avec soumission finit toujours par ressentiment. Il vaut mieux un silence inconfortable qu'une concession qui te fait te sentir petit. Ne confonds pas garder la posture avec être inflexible. La fermeté n'exclut pas l'empathie. Tu peux écouter, comprendre et te maintenir en même temps. La clé est de ne pas perdre ton centre émotionnel. Quand tes décisions sont alignées avec tes valeurs, la posture se soutient toute seule. Tu n'as pas à feindre la force, parce que la force vient de la conviction. Et quand tu vis avec conviction, tu n'as pas besoin de défendre ta position à chaque fois. La cohérence parle pour toi. Dans les moments les plus difficiles, ta posture est la seule chose qui te reste. Quand les mots échouent et les liens s'usent, la façon dont tu te tiens debout définit ton essence. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient ou ce que tu perds dans le processus. Ce qui compte vraiment, c'est de ne pas te perdre toi-même. Garde ta posture même quand le sol tremble. Parce que cette fermeté ne te soutient pas seulement devant les autres. Elle te rappelle aussi qui tu es. Et quand quelqu'un voit que tu ne te plies pas, que ton calme n'est pas une faiblesse mais une discipline, il comprendra qu'on ne joue pas avec toi. Le respect que tu mérites ne se mendie pas, il se projette. Et la meilleure façon de le projeter est de rester debout, en paix, la tête haute et la conscience claire. 6. Protège ta paix. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à provoquer une réaction. Ils te provoquent, te poussent à bout, ils lancent des mots calculés pour que tu exploses. Et là, juste quand tu tombes dans leur jeu, ils gagnent, parce que tu perds ce que tu as de plus précieux, ta paix. Ce n'est pas la situation qui te détruit, mais la façon dont tu décides de l'affronter. Protéger ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre émotionnellement dans un monde où tout te pousse à réagir. La paix ne se défend pas avec des cris ou des arguments, elle se défend avec des limites. Ces limites qui ne sont pas toujours annoncées, mais qui se font sentir. C'est cette décision silencieuse de ne pas répondre à ce qui ne mérite pas de réponse, de ne pas participer à des conversations vides, de ne pas entrer dans des batailles où la victoire signifie seulement l'épuisement. Apprendre à protéger ta paix est un art, et comme tout art, il nécessite de la discipline. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut nuire à ton esprit si tu ne le permets pas. Et c'est ça, protéger ta paix, prendre soin de l'espace où habite ton esprit. Les gens peuvent parler, critiquer, se moquer ou essayer de te manipuler, mais si tu ne leur donnes pas accès à ta tranquillité, ils ne peuvent pas te toucher.
Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles comment cela t'affecte. Chaque provocation est une invitation au chaos, et ta tâche est de décider si tu acceptes ou non. Protéger ta paix signifie aussi renoncer au rôle de sauveur. Tu ne peux pas tout arranger, tu ne peux pas porter les émotions de tout le monde. Il y a ceux qui préfèrent le drame, parce qu'il leur donne un sens. Et si tu t'approches trop, tu finiras par vivre dans leur tempête. Garder ta distance n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est savoir quand offrir de l'aide et quand te retirer pour ne pas te perdre. Il n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne tes décisions. Il y aura ceux qui diront que tu as changé, que tu es devenu froid ou distant. Laisse-les parler. Celui qui vit dans le désordre critiquera toujours celui qui choisit la tranquillité. Mais la vérité est que protéger ta paix ne te rend pas moins humain, cela te rend plus sage. Parce que tu as appris qu'on ne peut rien construire de stable à partir du déséquilibre. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en luttant, mais en s'éloignant. Apprendre à ne pas répondre à chaque provocation est l'un des signes les plus clairs de maturité émotionnelle. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le conflit, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu te retires sans ressentiment, tu montres au monde que tu n'es pas disponible pour sa toxicité. C'est la vraie victoire. Rester en paix quand tout autour essaie de te perturber. Protéger ta paix implique aussi de revoir ce que tu consommes, avec qui tu parles, ce que tu tolères. Ton environnement façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Si tu t'entoures de bruit, tu finis par penser au bruit. C'est pourquoi choisis consciemment tes environnements, tes conversations, tes liens. La paix ne se trouve pas, elle se cultive. Et pour la cultiver, tu dois être sélectif. Souviens-toi de ceci. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité de rester serein au milieu de celui-ci. Et quand tu arrives à ce point, rien d'extérieur ne peut te briser. Tu deviens quelqu'un d'imprévisible, impossible à manipuler. Parce que celui qui maîtrise sa paix, maîtrise sa vie. Alors ne te sens pas coupable de poser des limites, de garder le silence ou de t'éloigner. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'auto-soin. Protéger ta paix, c'est protéger ton esprit, ton énergie et ton équilibre. Et celui qui parvient à les maintenir intacts, même au milieu du chaos, a atteint une forme de pouvoir que peu comprennent et que personne ne peut lui enlever. 7. Maîtrise ton esprit. Ton plus grand ennemi n'est pas celui qui t'offense, mais ce que ton esprit fait de cette offense. Les paroles des autres peuvent être dures, mais ce qui te blesse vraiment, c'est la façon dont tu les interprètes. Lorsque tu laisses ton esprit courir librement, imaginer, répéter, déformer, tu perds le contrôle. L'insulte est déjà passée, mais tu continues à la revivre encore et encore. Maîtriser l'esprit ne signifie pas l'éteindre, mais lui apprendre à ne pas réagir à tout. C'est l'art de garder le gouvernail ferme lorsque les émotions veulent faire échouer le navire. Chaque fois que quelqu'un essaie de te manquer de respect, ton esprit s'active comme un champ de bataille. La fierté crie « Réponds-lui ». L'ego exige « Ne te laisse pas faire ». Mais l'âme, si tu l'écoutes, murmure « Ne tombe pas ». La maîtrise mentale commence à cet instant. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut être une force utile si tu sais comment la canaliser. Mais si tu la laisses prendre le dessus, elle devient un saboteur. L'esprit indiscipliné réagit, l'esprit entraîné choisit. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les faits, seulement tes jugements sur eux. Et c'est là la liberté que peu de gens comprennent. Tu peux vivre dans un environnement plein de provocations et rester maître de toi-même. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui se passe. Si tu te répètes « il m'a manqué de respect », tu ressentiras de la colère. Si tu te dis « il m'a montré son niveau », tu te sentiras puissant. Les mots que tu choisis pour penser sont ceux qui définissent ton état intérieur. Maîtriser l'esprit ne se fait pas en lisant des phrases motivantes, mais en pratiquant. Commence par des petites choses. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas immédiatement, respire. Observe comment ta pensée s'accélère. Regarde-la comme si elle n'était pas la tienne. Demande-toi, cela vaut-il mon énergie? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. À ce moment-là, le pouvoir revient à toi. Tu n'es plus la victime de tes impulsions, tu es le commandant de ton intérieur.
Contrôler l'esprit signifie aussi arrêter de nourrir des pensées inutiles. Plus tu penses à l'offense, plus tu la renforces. Plus tu en parles, plus tu lui donnes de l'espace. Les gens forts n'ignorent pas ce qu'ils ressentent, mais ils ne lui donnent pas non plus un autel. Ils l'analysent, le comprennent et le lâchent. Parce que la véritable maîtrise ne se voit pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu décides de ne pas faire. Lorsque tu réussis à maîtriser ton esprit, le respect des autres cesse d'être essentiel. Tu ne dépends plus de la façon dont on te traite pour maintenir ton équilibre. Si quelqu'un t'admire, tu remercies. Si quelqu'un t'insulte, tu souris. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu sais qu'aucun mot ne définit qui tu es. Tu as cessé de vivre comme une marionnette des émotions et tu deviens l'observateur qui dirige son propre scénario. Ne t'attends pas à ce que ce contrôle arrive rapidement. C'est une bataille quotidienne contre les pensées automatiques, les vieilles blessures et les désirs de vengeance. Mais chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu décides de penser avant de parler, tu renforces ta force intérieure. Et vient un jour où rien de l'extérieur ne parvient à perturber ta paix. Maîtriser ton esprit est la forme la plus élevée de respect de soi. Parce que lorsque tu contrôles ce que tu penses, tu contrôles comment tu vis. Le monde peut être bruyant, les gens peuvent être cruels, mais tu restes maître de toi-même. C'est la véritable liberté, quand rien ni personne n'a de pouvoir sur ta tranquillité intérieure. Et celui qui atteint cela n'a pas besoin de le prouver. Sa seule présence irradie déjà une autorité silencieuse. Oui, sois l'exemple du respect. Il n'y a pas de manière plus puissante d'enseigner le respect que de l'incarner. Celui qui crie pour l'imposer ne l'a pas. Celui qui exige de l'attention la perd. Mais celui qui agit avec dignité inspire sans effort. Être l'exemple du respect ne consiste pas à corriger les autres, mais à devenir un rappel silencieux de la manière dont une personne qui se respecte elle-même doit se comporter. C'est marcher avec tempérance même lorsque l'environnement est plein de provocations. C'est garder son calme lorsque tout le monde perd le contrôle. Le respect n'est pas un masque que tu mets devant les autres, c'est une cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Quand tu vis avec cette cohérence, les gens le perçoivent. Tu n'as pas besoin de le dire. Tes limites se remarquent, ta sérénité se ressent, ton énergie s'impose. Non pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que tu projettes l'équilibre. C'est la différence entre celui qui cherche le respect et celui qui l'incarne. L'un l'exige, l'autre l'émane. Être l'exemple du respect implique aussi d'avoir le courage de ne pas te rabaisser à celui qui t'offense. Si quelqu'un t'insulte, tu n'as pas besoin de répondre de la même manière. Au contraire, ton calme le désarme, ta maturité l'expose. Celui qui reste calme face au manque de respect démontre une supériorité qui n'a pas besoin d'être dite. Je ne parle pas de se sentir supérieur à quiconque. Je parle d'être à un niveau différent de conscience. Celui qui maîtrise son caractère n'a pas besoin de gagner des discussions, car il a déjà gagné en se contrôlant. Dans un monde où tout le monde réagit, tu choisis de répondre avec présence. Et cela, bien que cela puisse sembler simple, est un acte de rébellion. La société t'enseigne que la force se démontre en rendant coup pour coup, mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester calme, regarder dans les yeux celui qui essaie de te briser, et rester toi-même. Ce contrôle est du pouvoir pur. Pas le pouvoir qui écrase, mais celui qui inspire le respect naturel. Être l'exemple du respect signifie aussi traiter les autres avec la même dignité que tu exiges. Ne tombe pas dans l'arrogance de croire que le calme te rend supérieur. Le véritable respect s'étend même à ceux qui ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de justifier le manque d'éducation, mais de ne pas te contaminer avec. Quelqu'un avec le contrôle émotionnel ne cherche pas la vengeance, il cherche l'équilibre. Si l'autre agit avec arrogance, tu agis avec fermeté. Si l'autre blesse, tu marques la distance. C'est du respect pour toi et pour l'autre. Souviens-toi, les gens ne suivent pas les discours, ils suivent les exemples. Tu peux parler de sérénité toute la journée, mais si tu perds le contrôle, au premier commentaire offensif, ton message se dissipe. En revanche, lorsque tu agis avec calme, même tes détracteurs se taisent.
Parce que personne ne peut discuter avec quelqu'un qui ne répond pas depuis son ego. Ce silence dérange, mais il enseigne aussi. C'est un miroir qui oblige les autres à se confronter à leur propre désordre interne. Avec le temps, tu verras que le respect que tu projettes transforme ton environnement. Les gens commencent à mesurer leurs mots avec toi, non pas parce que tu les menaces, mais parce que ta présence exige de la considération. Non pas par peur, mais par reconnaissance. Et c'est là le secret. Le respect ne se demande pas. Il se gagne lorsque tu démontres que tu es capable de maintenir ta paix, même face à la provocation. Être l'exemple du respect, c'est devenir un phare au milieu du bruit. Alors que les autres perdent la tête, tu gardes le contrôle. Alors que les autres cherchent à avoir raison, tu choisis d'avoir la paix. Et lorsque tu vis ainsi, tu deviens un point d'équilibre pour ceux qui t'entourent. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu maîtrises l'art le plus difficile de tous, rester fidèle à toi-même. Peu importe comment on te traite. C'est le respect le plus élevé qui existe.